Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour la suite de ce cycle de conférences consacré au projet urbain et qui s'inscrit dans le cadre de nos ateliers projets, notamment en semestre 6. Comme ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises, on a voulu de manière collégiale monter un cycle de conférences pour montrer une diversité d'approches. Aussi, c'est le premier semestre qu'on aborde la question de cette échelle du territoire, de l'urbanisme, on peut dire le projet urbain, mais également à l'articulation aussi entre licence et master, théorie et pratique et recherche. Et donc, c'est avec très grand plaisir que ce soir, de pouvoir accueillir un très grand honneur Paolo Vigano, architecte, urbaniste, professeur urban design et de urban theory à l'école fédérale polytechnique de Lausanne, où elle dirige entre autres le centre de recherche Habitat. Elle est également professeure à l'université de IAUV à Venise. Pour ceux qui ont pu suivre ses travaux et ses recherches, sans doute on peut rappeler aussi sa contribution à la consultation sur le Grand Paris en 2009 avec Bernardo Secchi, avec qui elle a cofondé l'agence Studio en 1990. D'autres travaux qu'ils ont pu développer et qu'on a vu aussi, je pense, en projet, notamment en Belgique. Ils ont pu approfondir et poursuivre leurs recherches sur la ville diffuse, sur la grande échelle, comme notamment à Kortrijk, à Anvers, des projets comme par exemple le parc Sport Nord ou même à l'échelle, on peut dire, plus architecturale, les espaces publics comme le théâtre plein. Il y a plusieurs récompenses qu'on peut citer, comme aussi les expositions des travaux de Paolo, qui depuis a fondé son agence. Dans la suite, Paolo Vigano associé notamment avec à la fois à Bruxelles et à Milan, et dans la continuité, le développement des travaux, notamment orientés sur des questions comme la transition écologique. Ces travaux, sa production théorique très impressionnante, je ne veux pas tout lister. On peut citer effectivement, et je pense que c'est très à propos par rapport au titre de cette conférence ce soir, des recherches comme sur les territoires, le projet comme producteur de connaissances, ou je dirais aussi ce qui suggérait déjà dans ce titre, la ville comme ressource renouvelable, une hypothèse de travail. Je vous invite aussi de lire et relire des travaux de Paolo Vigano. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci de se joindre à moi pour accueillir très chaleureusement Paolo Vigano. Bonsoir. Je m'excuse, je vais m'asseoir parce que je suis un petit peu fatiguée, comme je pense vous aussi. Et voilà. Donc, James n'a pas rappelé le titre de cette série de conférences qui est à propos du changement de paradigme dans le projet urbain. Donc, c'est un titre que je trouve pertinent, très pertinent en ce moment. Et alors, je voudrais amener une pièce de cette réflexion sur le changement de paradigme avec cette hypothèse de la ville comme ressource renouvelable et que je pense contient un vrai changement de paradigme et sur laquelle, c'est encore une hypothèse, on n'a pas encore essayé de faire ça vraiment d'une façon radicale, mais c'est encore une hypothèse de travail, mais donc comme toutes les hypothèses de travail, on peut commencer à les discuter. Donc d'abord, la question de la ville comme une ressource. Alors là, c'est évident dans la culture européenne, la ville est clairement considérée une ressource. Mais là, en utilisant ce terme ressource, je fais référence plutôt au débat qu'il y a un siècle, plus ou moins,
s'est tenu aux États-Unis et à l'occasion d'un rapport qui s'appelait Our Cities, donc nos villes, on s'est décidé à considérer les villes aussi comme des ressources. Comme des ressources, et c'est assez intéressant parce que c'est justement à partir de grands espaces naturels, des grands espaces agricoles des États-Unis, des ressources, que le regard se déplace finalement sur les villes à considérer autant comme ressources. Il y a des mots assez impressionnants qui sont utilisés dans ce rapport. Je vous dis juste un petit mot. Donc, il y a de la fertilité, de la création dans le sol riche de nos campagnes, mais il y a aussi de la fertilité et de la créativité dans la ville. Donc, on est parti plutôt de la nature, du sol, des rivières, etc., des vraies ressources. Et finalement, on dit, les villes aussi, peut-être, on peut les considérer comme des ressources. Donc, c'est déjà un passage assez important. Donc, la ville, une ressource comme une rivière, comme un champ cultivé, etc. Mais le passage que je propose, c'est donc d'ajouter renouvelable. Donc, non seulement une ressource, mais renouvelable. Et au début de ma réflexion, qui est une réflexion qui a commencé il y a plus que 15 ans, je m'intéressais surtout à des cycles de vie qui s'ouvrent dans les villes et dans leur histoire, qui ne sont jamais totalement linéaires. Le thème de l'énergie grise, sur lequel je vais plutôt rester ce soir, et la question de l'inclusion, parce que chaque modification, chaque transformation, chaque clôture de cycle de vie a toujours des conséquences aussi sur l'équilibre social, je dirais socio-économique d'une ville. Et donc, il y a toujours des questions d'inclusion et surtout, aujourd'hui, des questions d'exclusion, encore plus. Cette réflexion avait commencé, donc, vous voyez ici les dates, 2006, Anvers, dans laquelle l'occasion, c'était le plan directeur structurel de la ville, avec Bernardo Secchi. Et on a étudié ces conditions de réutilisation des espaces à l'intérieur d'un tissu dense, qui était le tissu ouvrier, une sorte de couronne du 19e siècle autour du centre-ville. Et pour nous, c'était extrêmement important et on a reconstruit des maquettes à une échelle belle, importante, pour essayer de comprendre la qualité et pourquoi des jeunes couples avec enfants revenaient habiter en ville. C'était des jeunes couples plutôt élevés à l'extérieur, dans la villa 4 façades avec jardin, qui revenaient habiter en ville et qui retrouvaient à l'intérieur de la ville des potentiels dans l'espace et qui recréaient finalement des conditions d'habitat assez intéressantes. Et ceci nous avait aussi poussé à regarder toute la ville comme une condition de malléabilité des tissus. Donc on avait construit des lignes guides sur l'évolutivité, la flexibilité des différents tissus qui est différente. Les différents tissus se comportent de façon assez autonome par rapport à ce thème. Et donc, pour chacun, on avait formulé des possibilités de transformation. Dans le Grand Paris, en 2009, et dans cette hypothèse, dans ce projet plutôt de ville poreuse, on avait considéré qu'une des stratégies était clairement liée à ce projet de stratification qu'on avait lié à la question de l'énergie et à l'évolution des styles de vie et de la mixité. On considérait que c'était un seul projet qui devait en même temps traverser ces quatre thèmes. Et pour cette raison, on avait formulé un scénario que je trouve encore aujourd'hui, un scénario radical, on avait appelé à l'époque scénario 100% recyclage. Maintenant, je préfère utiliser le terme régénération, parce que le recyclage, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va peut-être y revenir. Et l'hypothèse était celle de partir de ce qui était déjà là, de considérer que la croissance de la métropole devait être intégrée à ce qui était déjà là, et que donc c'était plutôt une régénération, une requalification totale, diffuse,
qui aurait pu donner une réponse et pas l'idée plutôt d'aller investir d'autres territoires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de stopper l'extension des villes. On parle de, rappelez-moi le terme, zen ou zan, comment ça fait? Zan. Mais disons qu'à l'époque, c'était quelque chose qui a soulevé évidemment un débat et que je pense on n'est pas encore peut-être aujourd'hui dans la position d'avoir des instruments aussi théoriques pour passer à travers ce grand passage. Et c'était surtout à l'époque pour moi un vrai problème. Je trouvais qu'il avait un vrai vide théorique par rapport à cette hypothèse. Aujourd'hui, beaucoup de littérature est sortie, beaucoup d'auteurs ont écrit sur ça, beaucoup de projets se sont occupés de ça. Et donc, je trouve que c'est plus intéressant d'en reparler en ce moment. Quelques années après, en 2013, nous avons réalisé cette recherche à l'intérieur d'une recherche lancée par le ministère de la Culture, qui s'appelait Ignis Mutat Res. Et le titre que nous, on avait donné, c'était « Énergie et recyclage ». Donc, on continuait sur cette hypothèse du 100% recyclage, de façon à traiter le grand thème de l'énergie à l'intérieur de cette hypothèse de réutiliser. Et donc, vous voyez qu'on a mis en comparaison deux territoires, disons le Grand Paris, mais aussi un morceau de ville diffuse du Veneto, deux types de villes opposées, l'une plutôt compacte et l'autre totalement diffuse, pour essayer de comprendre par rapport à certains critères, la consommation énergétique, l'énergie de recyclage potentielle, la production d'énergie renouvelable. Mais vous voyez qu'il y a une colonne qui s'appelle énergie grise. Et on a essayé de représenter à l'échelle territoriale, d'une façon assez simplifiée, assez ingénue, avec l'aide d'un ingénieur qui s'occupait d'énergie. On a essayé de cartographier l'énergie qui se trouve dans le corps du territoire. Comme je dis, c'est une représentation assez simplifiée, mais finalement, peut-être son rôle est surtout celui de soulever une question, de dire mais combien d'énergie il y a déjà dans nos territoires. Donc, par rapport à la question énergétique, réduire les consommations, c'est évidemment la première chose qu'on doit faire. Réduire l'empreinte carbone, on le sait. Intégrer la production d'énergie renouvelable, évident. Le recyclage de l'énergie, parce qu'on perd aussi beaucoup d'énergie. Mais ce qu'on voulait ajouter, c'était la question de la valorisation de l'énergie grise. Et donc, ce scénario 100% recyclage ou régénération est le lieu mental dans lequel imaginer de considérer l'énergie grise déjà là comme la base fondamentale de l'énergie qui est contenue dans le territoire et dans son corps. Dans les années 2018-2020, j'ai travaillé sur la construction d'une vision pour le Grand Genève, ce territoire transfrontalier. Et donc, avec Corentin Fivet, un collègue de l'EPFL qui s'occupe surtout de ce thème, nous avons construit une carte qui représente la concentration de l'empreinte carbone par surface construite. Et la chose extrêmement intéressante que montre cette carte, c'est que les concentrations plus élevées ne sont même pas dans le centre-ville, mais occupent vraiment la périphérie. Et donc, c'est là qu'on peut commencer à comprendre que la périphérie est le grand gisement d'énergie grise. Donc, encore plus, je dirais, cette question d'un scénario 100% régénération ou 100% recyclage et la périphérie comme le lieu fondamental dans lequel traiter cette question. Donc, l'énergie grise. D'abord, je pense que c'est dommage que en français, on ne parle d'énergie grise, même en italien, on dit energia grigia. Je trouve le terme anglais beaucoup plus intéressant parce que c'est embodied energy. Donc, c'est vraiment l'énergie qui est dans le corps du territoire.
Et alors, dans le débat aux États-Unis, c'est très intéressant que la question de l'embodied energy s'est posée justement autour de la crise du pétrole, donc de la crise énergétique des années 70, au moment dans lequel on commence à comprendre qu'on a des limites à notre croissance. Et alors, en 1976, le rapport Energy Use for Building Construction proposait comment évaluer cette énergie grise dans les matériaux de construction aux États-Unis. Quelques années plus tard, dans un texte Architecture and Energy, Richard Stein parle donc de la simplicité de ce nouveau paradigme. Donc vous voyez que déjà il y a presque 50 ans, c'était un nouveau paradigme qui nous oblige à identifier, je cite ici, à identifier les éléments essentiels de notre culture et à les séparer, et nous-mêmes, des pièges inutiles et improductifs. Donc, un travail de sélection qui est imaginé à partir vraiment de ce qu'on considère essentiel dans notre culture. Et aussi, Stein, il insistait beaucoup sur l'importance des décisions architecturales et des processus de fabrication et d'assemblage, de transport, de démolition et de démontage. Aujourd'hui, c'est des choses que vous commencez en tant qu'étudiant à faire vôtre, mais qui finalement ont déjà une histoire et une accumulation d'idées qui est là. En 1981, le National Trust publie ce rapport New Energy from Old Buildings. Et donc, les méthodologies pour l'évaluation de l'énergie grise, disons, commencent à se consolider. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à connecter la question de l'énergie grise, non seulement comme une question importante sur la consommation annuelle d'énergie aux États-Unis, mais à la conservation, à la préservation. Et donc, c'est un petit extrait qui dit « Preservation today has the potential to become an instrument of a national energy policy ». Donc, la question de la préservation, imaginée comme un instrument au niveau national pour une politique de l'énergie. Je trouve ces choses-là extrêmement fortes et je pense que peut-être on n'est pas encore arrivé à ce niveau de compréhension de l'importance de cette énergie grise ou cette embodied energy qui se trouve dans le territoire. Mais si on laisse un instant les États-Unis et on vient plutôt à la culture que personnellement j'ai de l'architecture et de l'urbanisme, moi je trouve qu'il y a deux traditions importantes qui concernent cette embodied energy. Donc la première, c'est l'analyse des conditions matérielles. Alors, Carlo Imonino, toujours dans les années 70, il parlait de cette analyse, c'est une analyse un petit peu marxiste, on peut dire. Non, c'est vraiment de mettre au cœur de l'analyse architecturale les conditions matérielles de l'espace. Donc, qu'est-ce que sont ces conditions matérielles ? Ce n'est pas seulement comment un objet est construit, mais c'est aussi la stratification sociologique qui l'intéresse, mais c'est aussi la répartition des propriétés, les méthodes de production différenciées, le coût des rentes et des terres et la transformation, on disait à l'époque, continue des classes. Donc s'occuper du bâti, d'un îlot, d'un morceau de ville, c'est finalement s'occuper de cette condition matérielle de production de l'espace. Et je pense qu'en ce moment dans lequel on revient sur le déjà là, ce serait peut-être intéressant de repartir aussi de cette centralité de la construction de l'espace et de la production de l'espace. Ceci veut dire, par exemple, aller visiter, marcher, prendre note. Et finalement, dans le cas d'un morceau de la ville du Fuz, au moment de la crise, il y a une dizaine d'années, on ne se rendait pas vraiment compte de qu'est-ce que l'espace faisait à l'intérieur de cette crise. Et alors, on a compris fondamentalement qu'il y avait de l'abandon, oui, mais c'est un abandon moyen, dans le sens que ça restait quand même beaucoup d'utiliser
à l'intérieur d'espaces qui étaient à moitié non utilisés. Donc la sous-utilisation de l'espace est sortie comme la question fondamentale et aujourd'hui encore, ce phénomène est en cours. Donc vous ne le voyez pas vraiment cet abandon parce que ce n'est pas un abandon total, mais si vous rentrez à l'intérieur de chaque bâtiment, vous trouvez que juste une partie de ce bâtiment est utilisée et que donc il y a encore des possibilités et des potentiels. Et pour ce qui concerne l'Italie, moi je parle quelquefois de l'Italie comme un pays sous-utilisé, dans le sens qu'il est vraiment en partie vide. Mais ce n'est pas que l'Italie, hein, même une partie de la France est en partie vide, une partie de la Grande-Bretagne, une partie de l'Allemagne, une partie du Portugal, une partie de l'Espagne. Donc si on prend que juste que l'Europe, on peut dire que notre Europe s'est sous-utilisée. Et donc ça, à mon avis, déjà nous met dans une position différente par rapport à cette idée de croissance, de densification, hein, qui nous remplit la tête. Ok, regardons bien, parce que peut-être il y a du sous-utilisé partout qu'on pourrait repenser. Une deuxième tradition, c'est celle sur laquelle aussi j'ai beaucoup réfléchi, aussi parce que j'ai beaucoup étudié André Corbeau il y a beaucoup de temps, c'est celle du palimpseste. Alors, cette métaphore du palimpseste qui agit fortement dans le projet urbain, là, je voudrais vous parler de quelques points. Donc, d'abord, il y a la question du long terme et de la longue durée. Évidemment, les deux sont très différents. Ils parlent de questions différentes. Mais c'est vrai que quand on regarde des territoires, on a besoin de comprendre dans le long terme leur évolution. Et la question de la longue durée, c'est encore plus intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre certaines rationalités territoriales. Et en particularité, c'est les rationalités qui sont placées, comme disait Braudel, en dehors des événements. Et c'est cette histoire répétitive et immobile qui m'a beaucoup intéressée dans le passé et qui m'intéresse toujours énormément. Vous voyez ici juste une carte des eaux dans la plaine sèche du Veneto. C'est une carte qui montre le long terme, parce que c'est des siècles qui sont passés pour réaliser ce maillage qui fonctionne comme un maillage d'irrigation qui amène l'eau dans un sol qui est extrêmement perméable. Mais on reconnaît aussi la longue durée, parce que s'il y a une guerre, cette guerre, normalement, ne va pas interrompre la prise en compte de ces canaux. L'agriculture doit en tout cas être productive. Et donc, c'est quelque chose qui va bien au-delà des événements et qui appartient justement à cette histoire immobile et répétitive de laquelle nous a parlé Braudel. Et cette histoire de la longue durée et des rationalités qui sont les rationalités de la longue durée, qui doivent être en tout cas entretenues, représente, disait Braudel, la structure de l'histoire. Et donc, quelle est l'histoire qui nous intéresse quand on regarde un territoire? Ce n'est pas que l'histoire des événements, peut-être pas beaucoup non plus, mais plutôt cette histoire lente et diffuse de soins collectifs. Parce qu'on a pris soin de ce territoire pour que le territoire reste habitable et productif. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui me rapproche au dernier livre de Pierre Caille, Durée, que je pense que vous avez aussi présenté ici dans l'école, si je me souviens bien. En tout cas, un livre qui nous invite justement à réfléchir sur ce qui existe comme un véritable patrimoine. Deuxième point sur la question du palimpseste, c'est la question du monument involontaire. Ça, c'est Riegel qui parle de la capacité de construction de monuments qui n'ont pas été imaginés comme des monuments, mais qui deviennent des monuments à un certain moment. Et ce qui est intéressant, c'est que ces monuments, en général, font avec des choses qui n'ont pas de sens. Les relations perdues, juste les fragments de relations qui restent dans le territoire. Et le projet s'occupe de reprendre ces relations. Et là, je voudrais vous montrer rapidement un projet d'un parc
qu'on a terminé récemment à la Belgique. Je vous montre que des projets belges ce soir. Et donc, ici, nous sommes dans un parc, dans un centre nucléaire. C'est le centre nucléaire de la Belgique, à Dessel. C'est marqué par une quantité d'objets, des canaux qui passent, le centre nucléaire, des lieux d'excavation, par exemple, des gravières, un village, des zones industrielles. Alors, qu'est-ce que c'est le monument involontaire? C'est peut-être l'idée que dans ce lieu, on trouve des fragments d'histoire assez incroyables, mais qui ne sont pas lisibles quand vous êtes là. D'abord, pourquoi il y a un centre nucléaire dans ce lieu assez perdu dans le Limbourg? Parce que dans les années 50, la relation avec le projet Manhattan, ou le Manhattan Project, était assez fort entre la Belgique et les États-Unis. Pourquoi? Parce que la Belgique avait l'uranium, parce que la Belgique avait encore le Congo. Et le Congo était très riche en uranium. Et donc, dans le Limbourg, dans cette région un petit peu marginale, qui est encore aujourd'hui la partie marginale de Flandre, on a construit l'Atom Village, donc un village atomique dans lequel des ingénieurs nucléaires travaillaient, qui est en plus un exemple d'urbanisme et d'architecture moderne assez intéressant. Et on a créé ce centre de recherche. Aujourd'hui, on a décidé de placer toutes les scories radioactives de la Belgique dans ce lieu. Le village atomique est presque abandonné. C'est devenu un problème, je dirais, patrimonial, s'il le sauvaient ou pas. Et donc, ils ont réalisé un centre d'information. Et nous, on a réalisé un parc autour de ce centre d'information. Et quand on arrive dans ce lieu nous semble un lieu déjà un monument pour ce qu'il est, pour cette histoire qu'il amène. Et donc, comment partir de cette idée de monument qui n'est pas intentionnel, non intentionnel, et comment travailler avec cette idée de palimpseste en tant que monument non intentionnel. D'abord, l'histoire environnementale, parce que les trois choses que je vous ai dites ne sont pas l'histoire de ce lieu, c'est juste une petite partie. Mais on peut partir plus par un passé beaucoup plus lointain, une forêt première, après la phase de la déforestation, après le développement de cette... comment on l'appelle en français? Je pense que... James, tu dois m'aider, la Heath. 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 C'est la troisième. Eric. Ce sont des petites fleurs roses, hein, le Heath, assez sauvages, qui sont très, très fragiles, mais qui sont très, très beaux. Après, à l'époque industrielle, une réforestation de résineux qui était utilisée par l'industrie. Après, on a commencé à utiliser les produits chimiques pour fertiliser le sol. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau. Et c'est extrêmement intéressant de lire ce lieu à partir de tous ces fragments d'une histoire qui est passée par là. Ça, c'est le traitement, les petites cuvettes pour drainer le sol, pour avoir les résineux, et qui sont encore là assez visibles. Et ils permettent aussi d'avoir un petit peu plus d'humidité. Et donc, ils ont une végétation assez particulière que nous avons considéré important de garder. Et donc, ils sont là. On les a en partie aussi restaurés. Ici, la question de la Heath. Là, voilà, maintenant peut-être la bruyère, merci. La bruyère. Et donc, cette bruyère qui pour quelques experts, aussi des paysagistes et des écologues qui vous imaginez de tout recouvrir avec cette bruyère, en sachant que la bruyère exclut l'utilisation humaine. Et donc, nous avons quand même opposé à cette idée de tout couvrir de bruyère une idée de paysage culturel, donc de palimpseste. Et donc, on a considéré que
que la bruyère était une des choses qu'il fallait garder, mais peut-être pas la seule, bien qu'elle soit extrêmement belle et qu'on peut construire vraiment des conditions magnifiques pour regarder cette bruyère. Mais il y avait aussi ce grand gazon ouvert qui nous semblait important, d'abord parce qu'il témoigne du fait qu'on a rendu fertile un terrain qui n'était pas du tout fertile au début, grâce aussi à la présence d'animaux. Et deuxièmement, parce que sur ce terrain, il y a un festival de rock qui se fait toutes les années. Et donc, on considérait très important de garder quand même cet espace comme un espace social, parce que dans l'hypothèse d'avoir ici un centre pour les scories nucléaires, ça nous semblait important que des gens pouvaient l'utiliser, ce lieu. La mémoire est possible que si les gens sont là. Et donc, pour avoir des gens là, on a pensé qu'avoir des festivals rock, c'était quand même intéressant. Après, les restes des excavations, donc c'est tout complètement artificiel, mais finalement, ils ont créé des lieux humides. Et donc, on a imaginé d'amener quelques parcours là. La chose est réalisée en partie. Et donc, finalement, c'est une terrasse qui arrive sur cet espace humide. Ici et là, vous voyez, il y a quelques atomes, une représentation pour les enfants de ça, pour jouer avec l'idée qu'il y a des conditions atomiques qui varient dans le temps. La radioactivité n'est pas toujours la même, et donc ça permet de jouer un petit peu avec ce thème. Et il y a un parcours qui va connecter tous ces différents paysages. Et après, on a considéré intéressant d'ajouter un élément nouveau, qui est ce strip, qui organise une série de mouvements de terre. Les mouvements de terre qui utilisent les excavations nécessaires pour le bâtiment, que vous voyez juste sur la droite. Et donc, on a commencé à construire un rythme de mouvements de terre. Et je dois dire qu'à un certain moment, je me suis rendu compte du fait que ce mouvement de terre, d'une façon presque subliminale, rappelait finalement les lieux bombardés de la Première Guerre mondiale. Vous voyez là, sur la gauche, des peintures dédiées à ces espaces, à ces terrains bouleversés par l'arrivée des bombes. Et je pensais que peut-être c'était correct de rappeler ça. C'est clair que la guerre nucléaire n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, mais en même temps, pour se préfigurer ce type de transformation, on peut bien s'inspirer de ce mouvement de terre. Et c'est pour ça donc qu'on a commencé à travailler sur ce thème. Donc c'était en même temps pour offrir aussi aux enfants qui seront amenés visiter ce lieu une partie du parc vraiment dédiée aux jeux, mais aussi d'une façon implicite pour rappeler le caractère catastrophique de toute transformation liée au nucléaire et donc la guerre. Et maintenant, le parc, il vient d'être terminé, donc c'est un parc qui doit encore grandir, mais ici, vous commencez un petit peu à voir les différentes parties, avec ces mouvements de terre qu'on voit aussi de loin, et qui se trouve vers la partie de forêt existante. Et ces mouvements de terre, ils existent déjà. On les retrouve aussi au milieu des arbres. Et dans le futur, il y aura beaucoup plus d'arbres qui vont arriver. Et donc, des lieux où s'arrêter, ou des lieux où rester, un grand longue table dans lequel avoir des pique-niques, et toujours ces mouvements de terre qui sont à l'horizon. Et là, au milieu de ce but, on aura aussi des arbres qui vont arriver dans le futur. Et après, un petit playground pour les enfants, pour les tout petits, toujours lié à ce thème atomique et à l'eau. Donc, un monument involontaire qui raconte une pluralité d'histoires où il nous semble important de garder justement la mémoire de ces différentes histoires et de ne pas aplatir sur la seule histoire
par exemple, du nucléaire, mais plutôt de garder cette épaisseur d'histoire. Le troisième point, qui regarde toujours la question du palimpseste, c'est celui que je reprends ici plutôt la critique littéraire, c'est dessiner l'espace au deuxième degré. Donc, si on pense ce recyclage, réutilisation, régénération 100%, c'est clair qu'on accepte, en tant qu'architecte urbaniste, de travailler avec ce qui est déjà là. Mais la question n'est pas une diminution de notre créativité. Je pense que c'est au contraire le début d'une nouvelle créativité. Et je dis ça surtout par rapport au projet urbain qui me semble depuis longtemps, qu'on peut dire, paralysé, non, dans une sorte de paralysie qui ne fait que reproposer toujours les mêmes choses, même si le monde change, même si la transition écologique, on reste toujours sur le même sujet. Au contraire, l'idée d'un projet urbain capable de régénérer et de faire avec ce qui est déjà là, à mon avis, pourrait peut-être nous amener à une nouvelle créativité aussi du projet urbain. Alors, dans ce cas, je m'inspire de ce très beau essai que Gérard Genette a dédié à Proust et à la recherche du temps perdu. La chose vraiment magnifique, c'est que c'est Proust, le palimpseste. Genette dit, finalement, c'est son écriture qui est le palimpseste. Et la recherche du temps perdu est finalement un grand palimpseste dans lequel vous trouvez des textes de tout type, des textes savants comme des textes populaires. Donc, ce mix de différents types de provenance, de styles, et le fait qu'avec ça, Proust a pu faire un chef-d'œuvre, ça nous dit qu'il a peut-être de quoi faire avec ça. Alors, je vous propose un petit projet qui n'a pas évidemment l'ambition d'arriver jusque-là, mais juste pour réfléchir, qui est un projet d'espace public à Bruxelles. C'est une place jardin. Elle se trouve juste à l'extérieur du Pentagone, dans un tissu assez dense, dans lequel on trouve donc un espace qui a été dessiné déjà plusieurs fois dans le temps. C'était un lieu aussi d'industrie dans le passé, a été dessiné dans les années 80 et aujourd'hui, nous terminons ce petit projet qui était en concours d'il y a quelques années. Alors, d'abord, ce site, c'est à la conclusion d'un système d'espace vert sur une pente qui arrive jusqu'au point bas, qui est peu loin de là. C'était déjà dessiné, comme je dis, il y avait déjà une série de matériaux, de la pierre, des arbres, des pratiques qu'il investissait, une série de petits objets. Et voilà le site dans lequel on avait trouvé des pavés en granit, des pavés en grès. On a commencé à calculer combien ils étaient sur place, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tous les matériaux qui étaient déjà présents. Et après, on a décidé de faire émerger cette pente. On a construit le projet sur la pente qui existe, en accompagnant vraiment ces lignes, ces courbes de niveau. On a déminéralisé d'une façon assez importante cet espace et on a donc réutilisé les matériaux. Évidemment, tous les arbres sont restés. On a restauré, disons, le petit terrain de foot qui existait déjà. Et on a travaillé sur les petits bâtiments existants avec des petites extensions qui peuvent générer des usages peut-être intéressants. Et on a complètement piétonnisé cette rue, qui était une rue utilisée. Donc on a considéré qu'elle devenait partie du parc. Donc c'est l'allée verte du parc est totalement piétonne. La partie basse de la place participe au contraire d'un grand marché métropolitain qui se trouve juste à côté et qu'on propose de prolonger. Donc le parvis
se prolonge et on propose même d'aller au-delà, de traverser aussi la voirie et de continuer ce grand marché. Donc on va d'une sorte de jardin plutôt pour les habitants qui se trouvent autour à un espace métropolitain vraiment grande échelle, hyper fréquenté. Et entre les deux, justement, il y a cet espace vert, mais aussi un petit peu minéral parce que les usages sont multiples. Et donc, on a aussi besoin d'espace pour, par exemple, les street food, etc. Et finalement, avec cette réflexion sur la pente, on va collecter l'eau pluviale et on va créer à l'intérieur de ce jardin des espaces dédiés à ça et on l'amène jusqu'au point bas. Et voilà donc le projet qui s'est construit avec ce qui était là, les matériaux, les arbres, les géométries aussi des arbres, en essayant de réinterpréter donc, cette condition de pente et la nécessité de donner finalement un espace vert dans une partie de ville très, très dense. Et je vous montre quelques dessins encore, et après on verra quelques images de la réalisation qui n'est pas encore terminée, mais qui commence à être visible. On a planté des arbres nouveaux parce qu'on voulait aussi des arbres capables de durer longtemps. Et donc, on a ajouté, comme on les appelait, quelques arbres pour un siècle. Et on a dû éliminer quelques arbres qui n'étaient pas en bonne santé. Et après, on a beaucoup réfléchi sur les différentes pratiques, les multiples pratiques qui peuvent se réaliser dans cet espace. Des toutes petites choses, mais qui sont nécessaires quand on pense à un espace commun. Et après, sur les petits bâtiments existants, où on a ajouté aussi une petite toiture à côté d'un café assez connu par les jeunes, parce qu'on imagine que là, on pourrait avoir des choses qui se passent. Et vous voyez à la droite, la nouvelle allée verte, donc piétonnisée, et le coin en bas à côté du café. Quelques images sur la réalisation, qui est très simple. Donc, le fait, je veux dire, de suivre cette pente, de marquer ces lignes de pente, a un effet semble prolonger et amplifier l'espace. On a des grandes ouvertures qui sont présentes. Les matériaux, donc c'est la réutilisation des matériaux existants. On a eu besoin de très peu de nouveaux matériaux. On a ajouté des bandes en béton pour garantir un sol assez lisse, qui est quand même demandé par les personnes à mobilité réduite. Et on a réalisé, c'est nous qui vont collecter donc, l'eau qui arrive, et tout ça à l'intérieur d'un espace qui était déjà boisé. Ici, vous voyez quelques images. Le lieu où on peut jouer à la pétanque, quelques longs bancs. Ici, il y a le long banc qui est à la fin, dans la partie basse. Là où, finalement, cet espace est aussi un jeu d'eau pour les enfants. Et la chose intéressante, c'est qu'on a réutilisé les mêmes inertes. Donc ça, c'est ce granit rouge de Suède qu'on avait trouvé sur place. Donc on a réutilisé les mêmes inertes pour construire le long banc. Et évidemment, quand il y a l'eau qui coule, ce rouge va sortir d'une façon beaucoup plus importante. Et donc ça, c'est un élément qu'on a reconstruit. Donc c'est vraiment une littérature au 2e degré à partir d'éléments qui étaient là sur place. Et les petits objets qui sont en train d'être terminés maintenant. Ici, un espace où on peut s'asseoir, où on imagine, c'est juste à côté de l'espace sportif, donc on imagine que les jeunes aimeront rester là. Ou un espace qui va devenir plutôt un espace dédié à des petits services nécessaires à côté d'un parvis où il y a tous les cafés, les gens qui boivent beaucoup, et donc on a besoin aussi de toilettes, donc ça va quand même être le lieu pour la toilette. Et l'espace couvert que je vous avais montré au début. Voilà, et ça c'est une image où on commence à voir cet espace vert qui commence à sortir et devenir très visible, et ça va changer complètement l'atmosphère de cette place, mais aussi la flexibilité de l'espace qui doit être capable d'être utilisé pour des usages beaucoup plus urbains. Alors tout ça, on l'a fait parce que on a quand même derrière nous déjà une longue expérience de réutilisation et de recyclage, qui est celle de la ZAC de la Courrouze, qui n'est pas encore terminée après 20 ans de son début.
Et ici, vous voyez juste en regardant en haut les lieux, disons, avant le projet et quelques années plus tard, disons une dizaine d'années parce qu'on n'a pas commencé immédiatement à construire. Donc, dans une dizaine d'années, vous voyez comment la régénération devient une régénération non seulement de la ville, mais aussi des sols de la ville. Et que finalement, avec l'écoulement de l'eau, avec les mouvements de sol, la réutilisation des sols qui ne sont pas trop pollués, on a réussi à reconstituer non seulement une partie de la ville de Rennes, mais et surtout des dynamiques naturelles qui sont aujourd'hui en cours. Et c'est pour cette raison qu'il y a déjà quelques années, le projet de la ZAC de la Courrouze avait reçu un prix Nature en Ville du palmarès des écoquartiers du ministère de l'écologie. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, on pourrait peut-être s'arrêter ici ou si on va continuer. James, je te demande peut-être de me dire. Parce que maintenant, je voudrais revenir à une échelle quand même plus territoriale et vous montrer quelques projets qui sont des projets toujours de réutilisation, de régénération qu'on a fait, qu'on a étudié pour la Wallonie, qui nous enseignent plusieurs choses. Première chose, il y a une leçon qui vient de l'espace marginal et de l'espace faible. Donc, moi, personnellement, je travaille aussi dans des contextes extrêmement centraux et extrêmement attractifs. Et je pense que quelquefois, c'est vraiment très important de se souvenir du fait qu'on a une partie du monde qui n'est pas du tout si attractive. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Le deuxième, c'est la connexion très forte qu'on a entre les questions écologiques et la question socio-économique. La Wallonie, c'est une région qui doit se rebâtir en termes aussi d'économie et sociaux, en termes sociaux. Et tout ça a aussi des questions écologiques très fortes qui la concernent. Le troisième point, c'est que si on prend un petit peu de distance de la pression qui agit sur les zones attractives, on peut reconsidérer un potentiel très important qui se trouve dans les lieux aujourd'hui, disons, marginaux. Et la Wallonie, c'est un cas extrêmement intéressant. C'est une région de la révolution industrielle, de l'extraction du charbon, et qu'aujourd'hui, c'est plutôt de la post-extraction et la possibilité de repenser dans sa globalité l'économie, la société et l'espace et l'écologie. Je n'ai pas le temps d'aller trop longuement sur ça, mais je vous montre juste quelques images à différentes échelles. Ici, par exemple, le long de la Sambre, la première chose qu'il faut faire comprendre, c'est que ça c'est pas des friches. Alors, il y a des zones industrielles désaffectées, c'est vrai, ce sont énormes par rapport à la taille des villages qui sont touchés. Chaque village a une zone industrielle de 70 hectares ou 80 hectares. Mais finalement, tout ça, c'est quelque chose qui contient aussi des infrastructures, des potentiels, des possibilités. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui doit rester à côté. Le deuxième point, c'est de convaincre les gens qui sont là que ceci n'est pas un déchet. Il y a beaucoup qu'on peut recycler là-dedans. Il y a aussi, d'un point de vue économique, il y a aussi des chaînes de recyclage qui se mettent en place, qui trouvent justement dans ces infrastructures la disponibilité d'espace, la disponibilité de quais le long d'une rivière, autant de conditions qui permettent aussi de développer des activités nouvelles. Et finalement, mais ce n'est pas la dernière, il faut convaincre que ceci n'est pas du foncier disponible. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pression, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas immédiatement des activités qui veulent utiliser ces espaces que alors ça c'est disponible à n'importe quoi. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on les considère. Donc il y a quelqu'un qui veut investir, faire un nouveau lotissement, bah oui, on a l'espace. Non, ce n'est pas vrai, on n'a pas de l'espace. Ce espace n'est pas disponible, comme j'ai dit, parce que c'est un espace qui peut être très important pour d'autres projets, ou parce que c'est un espace qui a une valeur
de productivité agricole encore possible, ou parce que c'est un espace qui écologiquement pourrait jouer un rôle fondamental, comme c'est montré par exemple par cette carte de connexion, là où ces connexions ont été fragmentées. Donc surtout, ce n'est pas disponible. Alors, la porte ouest à Charleroi a été un thème. Il y a ici une personne qui a travaillé avec moi sur ça. Donc, c'est un lieu vraiment très intéressant, une dimension de plus ou moins 100 d'hectares, à 2 pas de la gare principale de Charleroi. Un espace dans lequel, vous voyez, les gros objets noirs, c'est de la sidérurgie qui continue à fonctionner. Donc, l'enjeu ici, c'était de commencer à ouvrir cet espace industriel, industrie lourde. Vous voyez ici le canal qui arrive de Bruxelles et du port d'Anvers, et commencer à dire que ça, c'est une partie de ville, ce n'est pas juste un lieu totalement éloigné du reste. Et voilà, juste un ensemble d'images qui montrent le fait qu'à pied, on va à la gare, donc on pourrait juste requalifier cet espace, qu'il y a un parc qu'on pourrait réaliser facilement si on accepte de rester sur le béton, comme on a déjà fait aussi dans d'autres lieux. Parce que si on commence à tout enlever, il y a les coûts de la dépollution qui sont absolument énormes et que la ville ne peut pas gérer. Il y a des éléments fondamentaux pour l'imaginaire collectif, comme les hauts fourneaux. Ça, c'est un haut fourneau qu'on a commencé à démolir, mais heureusement, la démolition s'est interrompue et on a dû vraiment beaucoup travailler pour convaincre à garder ce haut fourneau, parce qu'on considérait que c'était suffisant d'en avoir un à Liège, que c'était suffisant pour la mémoire collective d'avoir un haut fourneau à Liège. On a dit peut-être aussi à Charleroi, la mémoire collective mérite d'avoir son haut fourneau. Et finalement, la réutilisation de bâtiments existants dans l'hypothèse de développer un campus. On l'appelait campus Confluence parce que c'est là que justement le canal qui arrive de Bruxelles rencontre la rivière, la Sambre, et donc un lieu dans lequel on pourra, oui, aussi ajouter quelque chose de nouveau, mais aussi partir des grands bâtiments existants. Et pour terminer, pour aller vraiment à une grande échelle, je voudrais vous dire quelques mots sur un travail qui se termine maintenant. C'est un schéma stratégique interdisciplinaire que nous avons construit avec une équipe de l'Université de Liège. Ici, vous voyez une chaîne humaine. C'est une vallée qui a été frappée par les inondations en 2021, vraiment à la limite entre l'Allemagne et la Belgique. Et ça, c'est la chaîne humaine qui s'est réalisée mois de mai, il y a une année, organisée par des volontaires qui venaient de Flandre et qui étaient venus toutes les semaines, tous les week-ends, à donner un petit peu d'aide aux populations de la vallée. Et la chose intéressante qu'ils nous ont dit, c'est que si dans 20 ans, la mer va nous couvrir, nous les Flamands, on espère que les Wallons vont venir nous aider. Ce qui est assez rigolo, mais en même temps qui parle d'une idée de solidarité entre territoires, qui est un sujet fondamental pour nous et pour le futur. Et donc, ici, juste pour vous montrer, la vallée est celle-ci, la vallée de la Vestre. Ici, il y a Liège. Et donc, nous avons d'abord essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Ici, vous voyez en rouge l'espace que la rivière a pris pendant les inondations. Et vous voyez les vallées, qui sont les vallées représentées. Donc, on a sélectionné d'une carte ancienne, la carte Ferraris du XVIIIe siècle. La chose qu'on voit très clairement, c'est que la rivière a pris son espace, c'est-à-dire a pris tout le fond de la vallée. Sauf que dans ce fond de vallée, il y a des villes, il y a des industries, il y a une population très fragile qui habite. Donc, plutôt compliqué. Alors, on a proposé 4 scénarios. Le premier, on peut l'éliminer, c'est l'idée qu'on va continuer comme dans le passé. C'est totalement inutile, je dirais, mais c'est bien de le poser parce que finalement, quand on regarde qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on faisait dans le passé.
Deuxième scénario à l'opposé a été celui de dire donnons la parole à la rivière. Donc, je m'excuse qu'ici c'est en italien, mais j'ai pas eu le temps de vraiment remettre tout à la bonne place. Donc, qu'est-ce que veut la rivière? Ça a été pour nous très important de poser la question de cette façon. Cette rivière sujet, et de la mettre comme celle qui peut s'exprimer, qui prend sa place autour de la table, autour du débat, qui est représentée par quelqu'un. Nous, on était là aussi pour la représenter, et pas que nous, et d'autres. Ça a été initialement très critiqué, l'idée d'avancer les droits d'une rivière par rapport aux droits d'une population fragile, mais je pense que ça a aidé beaucoup aussi à la discussion. Et après, deux scénarios, les scénarios en vertical, qui sont des scénarios qui concernent plutôt les formes de l'urbanisation. Et donc une urbanisation qui est déjà en train de prendre une sorte de continuité transversale dans la vallée, qui va du bas de la vallée jusqu'au plateau, en haut, qui sont beaucoup plus développés, et qui donc semble laisser des grands espaces libres entre une continuité bâtie et l'autre. Mais c'est quand même un scénario assez rigide, parce qu'il faut quand même le guider, un scénario comme celui-ci. Un scénario, disons, un petit peu différent, qui est celui de dire partons de ce qui est déjà là, même s'il est dispersé, même s'il est diffus, essayons de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qui va dans la direction d'une vallée solidaire et résiliente. Résiliente et solidaire, ce sont deux mots qui vont ensemble, parce que les plateaux ont déversé les eaux, leur eau dans le fond de la vallée, et donc ils ont compris, les gens qui habitent sur le plateau, qu'il y a une responsabilité de leur côté, et que continuer tout simplement à urbaniser comme on est encore en train aujourd'hui, c'est quelque chose qui amène des conséquences qui ne sont pas directement sur leur territoire, mais qui vont quand même frapper l'économie et la société de la vallée. Donc ces constellations, c'est l'hypothèse de travailler sur des échelles intermédiaires capables de reconstituer une idée de solidarité et de résilience dans la vallée. Et quelques éléments pour parler de cette résilience et de cette régénération de la vallée, dans l'hypothèse d'utiliser cette occasion catastrophique pour accéder à un projet de transition sociale et écologique. Donc, si je commence dans les plateaux, il y a toute une série des milliers d'hectares qui sont occupés par des résineux qui ont substitué les bruyères et les tourbières précédentes. Donc, on avait dans le passé un sol éponge qui a été substitué avec un sol sec, avec donc ces résineux, avec des drainages très forts qui ont appauvri le sol. Donc aujourd'hui, la capacité de rétention de l'eau de cette partie est presque nulle. Donc on a l'écoulement qui part très rapidement de l'eau. Et au contraire, on peut commencer à imaginer de revenir à ce territoire éponge, retrouver les tourbières, ce qui veut dire aussi retrouver une biodiversité qui n'existe plus aujourd'hui. Ça veut dire un nouveau paysage qui reprend finalement le paysage précédent. Un autre point fondamental, c'est l'adaptation de l'agriculture sur les plateaux et les versants aux inondations et aux sécheresses. La question de la sécheresse, désormais, a explosé aussi en Wallonie. Et donc, la préoccupation est des deux choses en même temps. Donc, on doit éviter de perdre toute l'eau qui arrive parce que les types de cultivation n'ont plus la capacité de retenir l'eau. On a besoin de ramener de la végétation, des arbres, des fruitiers, des bocages, tout ce qui peut rendre plus stable ces sols. Et de laisser des ouvertures pour aussi profiter de ce paysage qui est absolument magnifique. Le long des grandes voiries qui traversent la vallée, qui sont vraiment perpendiculaires à la rivière, on trouve les plaques industrielles, on trouve toute une partie qui est totalement dépourvue de transport en commun. Et là, évidemment, on doit travailler sur les sols qui sont très minéraux, des grandes opérations de déminéralisation, de récolter l'eau, mais aussi commencer à travailler sur ces zones monofonctionnelles qui désormais contient très peu d'industrie qui a vraiment besoin d'être loin du logement.
Donc il y a un potentiel très important d'une transformation peut-être pas immédiate, mais qui pourra arriver dans le prochain futur. Et quand on arrive dans le fond de la vallée, ben là on trouve un patrimoine architectural magnifique, en briques, des grands bâtiments industriels. Tous ces bâtiments se trouvent vraiment sur la rivière. Probablement, il faudra les adapter, il faudra les rendre transparents à l'eau, résilients, mais peut-être il faudra aussi donner plus d'espace à la rivière. Donc, on propose d'avoir aussi, dans quelques cas, des interventions de coupure, en utilisant le fait que c'est quand même des bâtiments très, qui sont construits de façon assez flexible, et donc de regagner de l'espace le long de la rivière, et après, là où il y a encore des possibilités, vraiment de donner cet espace à la rivière, et en même temps de repenser la mobilité douce qui est liée à une utilisation différente de ce territoire. Mais aussi, il s'agira pour enraciner quelque part cette idée de solidarité territoriale et de résilience. Imaginez une échelle intermédiaire qu'on appelait les constellations, qui permet de considérer au même titre les infrastructures sociales et les infrastructures écologiques, et d'imaginer aussi des nœuds de gestion territoriale à une échelle intermédiaire, parce qu'on est convaincu que l'échelle régionale est clairement trop vaste, et même l'échelle provinciale n'est pas vraiment la bonne. Et donc, on imagine de partir disons, des nœuds d'infrastructures sociales, mais en même temps s'occuper de redessiner, par exemple, l'espace de la rivière, et en même temps penser à un transport en commun adapté à ces conditions aussi de faible densité. Donc, un projet qui part d'une catastrophe, l'inondation, et qui s'élargit à réimaginer cette vallée dans une période de transition écologique et sociale. Et ici, vous voyez une image d'une grande carte de 4 mètres de longueur qui contient un petit peu toutes ces différentes stratégies. Ce qu'on avait appelé au début de notre travail, ce potentiel de résilience qui se trouve déjà dans le territoire. Et ça, c'est une façon pour arriver, et ça c'est la dernière image, arriver à se poser la question du sens de ce travail de régénération 100%. Un travail qui veut dépasser l'idée de centre et de périphérie, de territoires marginaux, de territoires dépendants, de territoires servants, et de garder des conditions d'habitabilité dans tous les lieux qui sont aujourd'hui habités. Tous des thèmes qu'on avait déjà explorés, mais qu'on trouve, que je pense, trouve avec ces expériences des points un petit peu plus robustes, avec cette recherche sur la métropole horizontale qui se compose de ces 3 livres. Le premier, c'est le résultat d'un grand colloque dans lequel il y a une série de réflexions larges sur la question de l'urbanisation et l'horizontalité des relations. Le deuxième, c'est un livre qui est tout plein de dessins, de cartes et d'hypothèses, de projets sur comment, à travers l'espace, on peut restituer cette horizontalité. Et je veux dire très clairement, ce n'est pas une horizontalité de volume, c'est une horizontalité de relations entre les différents lieux, personnes et territoires. Et le troisième, c'est une anthologie qui fait émerger une tradition de pensée, disons, sur ce thème, que je peux appeler de métropole horizontale, mais qui trouve son fondement dans des mots de Jean-Jacques Rousseau, quand il parlait justement de la Suisse comme d'une grande ville dans son territoire. Et je termine ici et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup pour cette très belle et très riche et stimulante conférence. Je pense tout de suite on peut ouvrir à des questions. J'invite peut-être d'abord des étudiants
regardant un peu avec le recul, on voit ce travail de longue haleine aussi sur cette notion d'isotropie je me souviens déjà dans le cadre de Grand Paris. Peut-être je peux ouvrir juste sur une première question sur cette recherche qui se prolonge sur les différents contextes. Tu nous as montré effectivement une grande variété de contextes en Europe, par exemple. Quand on parle de, par exemple, grande métropole, et on est dans d'autres tissus qui sont parfois agricoles, on est dans d'autres échelles. Comment cette notion de ville, comme une métropole horizontale, s'adapte aussi parfois à ces territoires qui sont parfois, on peut dire la campagne, dans des tissus ou des territoires ruraux. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus dans l'extension des villes ou est-ce que c'est quelque chose que la métropole, pour toi par exemple, est quelque chose qui s'adapte aussi par rapport à ces territoires entre les villes? Donc la métropole horizontale, c'est l'idée qu'il faut revoir l'idée traditionnelle de métropole comme lieu qui concentre tout. Et on doit la penser plutôt comme un dispositif qui permet d'élargir certains avantages de la ville en tant que productrice aussi de richesses. Et pour faire ça, il ne s'agit pas de penser à des extensions, il s'agit juste de repenser ce qui est là. Donc je voudrais pas soulever des ambiguïtés. La métropole horizontale, ce n'est pas une métropole de maisons 4 façades. La métropole horizontale, c'est un objet politique de relation entre territoires, entre groupes, entre économies, entre paysages, non? Comme je dis, où il n'y a pas de centre et de périphérie. C'est ça l'idée de métropole horizontale. Et je trouve que le projet de régénération 100% ou recyclage 100%, c'est l'occasion pour réaliser ça. D'abord, déjà, on se met d'accord sur le fait que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas celui d'ajouter, ce n'est pas celui de densifier, mais c'est celui vraiment de faire le mieux avec ce qu'on a déjà. La citation que j'ai faite au début de ces auteurs américains, que déjà aux années 70 parlaient de ça, et ils parlaient de cette sélection, non? La sélection de ce qui nous intéresse, ce qui est important pour notre culture. Et je trouve que non seulement avec ce scénario 100% régénération, on peut améliorer les conditions de vie de beaucoup de gens, mais c'est aussi le moment dans lequel on fait un petit peu le point. Qu'est-ce qui est important, effectivement, pour nous, en ce moment? Et donc, on peut commencer à regarder. La redondance qu'on trouve dans nos territoires, où il y a trop, finalement, c'est quelque chose de très intéressant. Kevin Lynch, déjà, je pense que c'était les années 70, quand il a écrit son petit livre Wasting Time, je pense que c'était le titre, il parlait de la redondance comme vraiment le point de départ de... J'utilise un terme qu'il lui n'utilise pas, mais le sens de son discours est celui-ci. C'est le point de départ de la résilience. Sans redondance, il n'y a pas de résilience. Sans le fait qu'on a un petit peu de tolérance, qu'on peut faire se déplacer à l'intérieur de quelque chose qui est déjà là, c'est difficile d'imaginer la résilience, l'adaptation. Et donc, je trouve que ce projet de régénération 100% nous permet de réfléchir sur ce thème et peut-être sur un thème hautement politique qui est celui de la métropole horizontale. Merci. Des questions? Merci pour la conférence. Rosa Demarco, j'enseigne à l'école en ville et territoire, justement. Merci beaucoup. Juste pour prolonger votre échange, cet échange sur la métropole, est-ce que la notion de métropole, elle a sa raison d'être, ou est-ce qu'il ne faudrait pas inventer autre chose? On pourrait peut-être utiliser... on pourrait parler de territoires horizontaux. Ce serait possible.
Donc pourquoi je parlais de métropole, je suis restée sur ce terme. Je dirais, pour une raison très claire, au moment où je commençais à réfléchir sur ça, les métropoles étaient considérées les lieux les plus attractifs dans le monde et le lieu qui crée le plus de richesses dans le monde. Donc moi, je veux m'attaquer à ça. Et c'est pour ça que je veux garder le terme métropole. Après, c'est clair que dans le sentiment, je suis d'accord avec vous, on pourrait dire des territoires horizontaux, ce serait peut-être plus clair. Peut-être dans le futur, je pourrais passer à ça. Mais il ne faut pas oublier les métropoles, qui sont quand même ces grands dispositifs de création de culture et de richesse. Et pour revenir au début, au moment où aux États-Unis, on a commencé à parler de ressources pour les villes, eh ben, finalement, on parlait de ça, non? Que la ville, autant qu'un champ de blé, quand même, pouvait produire un petit peu de culture, un petit peu de richesse. Et donc, on pouvait les regarder, elles aussi, comme des ressources. Alors, c'est vrai qu'on pourrait parler de territoire, et le discours serait plus simple, parce que chaque fois où je dis métropole horizontale, je dois expliquer un petit peu. En même temps, je trouve que ce serait imprudent de laisser les métropoles à côté, donc je préfère les avoir là au cœur. Après, ma question est tout ce qui est au-delà des métropoles. Par exemple, dans le cas de Paris, du Grand Paris et de la gentrification qui est en cours, quoi de les gens qui sont poussés à l'extérieur même du Grand Paris et qui commencent, quoi du métabolisme de Paris, du Grand Paris qui intéresse la moitié de la France. C'est clair, ces territoires-là sont aussi des territoires marginaux, mais qui sont quand même essentiels pour le fonctionnement de la métropole. Donc quand je dis métropole, je pense finalement à un territoire assez large qui, d'une façon ou d'une autre, participe de cette métropole. D'autres questions? Soyez pas timide. J'aimerais avoir quelques questions des étudiants. Oui. C'est possible? Même des questions critiques, évidemment. Donc, s'il vous plaît. Vous êtes en train vous avez passé un semestre assez exceptionnel. Je voudrais quand même peut-être écouter un mot sur ça. Tout à fait. Si vous voulez. Des questions? Non? Toujours des questions? Non, juste vous avez évoqué le livre Durée de Pierre Caille et je me demandais, vu que vous parlez de régénération, est-ce que dans vos hypothèses, vous pensez aussi l'altération? Oui, bien sûr, bien sûr. Régénération, c'est un terme quand même assez large qui permet de faire cette sélection, de considérer ce qui pourrait durer, justement, ce qui pourrait être peut-être abandonné ou peut-être juste laissé là pour d'autres moments. Donc l'altération, ça fait partie, quand je parlais de la créativité qui est liée à cette idée de régénération, je pense qu'il y a une partie d'altération, bien sûr. Après cette altération argumentée, si possible, ça reste le point de départ qui est cette idée que l'énergie qui est dans le corps du territoire soit une partie fondamentale de l'énergie de laquelle nous disposons et que donc on a un principe de responsabilité par rapport à cette énergie qui est là. Et cela dit, évidemment, les modifications, les altérations sont nécessaires. Merci. Moi, j'ai une question qui concerne, d'un côté, le concept de redondance, donc de répétition, de quelque façon, qu'on peut très facilement associer à une idée de générosité des territoires, mais qui dérive, bizarrement, comme d'un déchet, comme d'un sujet un peu mis à l'écart en ce moment. Donc, comment, dans des territoires hyper denses, hyper sollicités, comme les villes compactes, disons dans la partie déjà construite, qu'on habite et qu'on reconstruit, on démolit, on reconstruit, comment on peut retrouver
cette forme de générosité et de vide et d'écart surtout. Comment préserver les choses qui sont à l'écart? Voilà. Quoi de la friche, quoi de... Je ne sais pas. Ça c'est une question difficile parce que justement, il y a un paradoxe, non? Le fait que la ville soit très attractive ou tout simplement la valeur d'une parcelle, d'un sol, etc. Donc, je n'ai pas de réponse sur ça. Mais je pense que si on va au-delà justement de cette pression, et c'est pour ça que je pense que les territoires comme la Wallonie, mais aussi il y en a plein d'autres en Europe, sont des vraies leçons. Parce qu'on se rend compte qu'on est tellement construit en fonction de cette attractivité, de la croissance, de valoriser, de faire le plus avec ce qu'on a, qu'on perd de vue qu'on a une grosse partie de nos territoires qui, au contraire, sont des territoires généreux, comme tu dis, qui sont pleins de potentiel. Il serait suffisant de repenser un système économique rigide qui a considéré plus simple de concentrer tout dans certains lieux, c'est plus facile à gérer, que de continuer sur des politiques de diffusion, aussi diffusion du bien-être, des possibilités d'émancipation, comme on a fait par exemple dans le passé, parce que dans le passé on a quand même eu des politiques différentes par rapport à celles d'aujourd'hui. Et donc là je pense qu'on doit désormais retrouver un nouvel équilibre qui nous ramène à regarder attentivement tout ce qu'on a laissé à côté et justement d'apprendre de cette générosité. Après, l'idée, ce n'est pas, oui, c'est de protéger tout ça, mais ce n'est pas d'utiliser tout. Laisser un petit peu de non utiliser, c'est quand même important parce que ça permet une adaptation même rapide. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, aussi du point de vue de l'évolution de la façon de travailler, de produire, etc., c'est absolument crucial. En tout cas, la résilience est liée à ça. Bonsoir. J'ai une question sur... je me demandais, est-ce que l'industrie a sa place en ville ou pourrait retrouver une place dans le tissu urbain ou ce genre de choses? Voilà. Grande question, celle-ci. Oui, bien sûr. Et vous savez qu'il y a désormais beaucoup de projets. Bruxelles, en particulier, est en train de dédier beaucoup de ressources intellectuelles et aussi ressources de territoire pour réinstaller l'industrie en ville, en pleine ville. Et là, ce qui est très intéressant, c'est vraiment comment tu gères les problèmes quotidiens, logistiques, comment le camion passe avec un enfant qui traverse la voirie, par exemple. Ce n'est pas simple, mais je pense qu'on est prêt pour ça. En tout cas, c'est clair que ce qu'on appelle production désormais, c'est des activités qui peuvent très bien vivre avec aussi du logement. Et donc, il n'y a aucune raison pour laquelle on doit évacuer ou ne pas faire rentrer de la production en ville, bien sûr. Ou plutôt amener du logement dans les plaques industrielles, qui est, à mon avis, ce qu'on devrait surtout imaginer. La transition des plaques d'activité, ça, nous, on l'avait déjà proposé avec le Grand Paris, mais ça nous semble quand même quelque chose d'extrêmement faisable, parce qu'il y a très peu qui soit vraiment contradictoire par rapport à la présence de logement. Et là, il y a des potentiels de reconstituer des parties de ville qu'aujourd'hui sont des lieux monofonctionnels, par exemple. Disons que le projet de régénération est très multicouche, La chose fondamentale, c'est de se mettre d'accord sur le fait qu'au lieu de donner la priorité à une approche différente, on considère qu'on part de là et après, on va voir jusqu'où on peut tenir. Mais en tout cas, le scénario est radical et il faut essayer de le suivre au maximum si on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ce travail, par exemple, sur le déjà là, il y a un travail, je trouve, extrêmement riche et novateur sur la mise en représentation, de donner la parole aussi à le temps de la nature, mais aussi, je me souviens, vous étiez peut-être une des seules équipes, je pense la seule équipe, d'avoir un ancrage local dans le Grand Paris. Une partie de l'équipe, dès le début, c'était en cas à Paris, de faire de l'emportage. Donc, par rapport à la méthode aussi,
de donner la parole voilà, à cette connaissance bottom-up par le bas. Est-ce qu'avec parfois des projets, avec un temps serré, parfois avec des temporalités, des cadres qui sont parfois des cadres pédagogiques, des cadres de commande, comment est-ce que, avec l'expérience, comment tu articules encore ce travail de pas à pas, ce travail d'être à l'écoute et de travail de projection, radicalité, la grande échelle maintenant avec tout ce qui est voilà, la dimension, on peut dire, écologique des grands territoires? Oui, c'est vrai, et ce n'est pas toujours facile. En même temps, je pense qu'il n'y a pas de possibilité, surtout dans cette hypothèse du 100% régénération ou recyclage. La lecture devient le cœur. La lecture, au sens que je disais, la lecture des conditions matérielles. Donc, ce n'est pas une lecture simple. Donc, je dirais que l'écoute est amplifiée dans cette hypothèse. Et même si c'est difficile, on va essayer de garder cette approche. Et la représentation aussi, parce que déjà, représenter certaines choses qu'on n'est pas habitué à voir, ça leur donne un statut de sujet présent. Et ça, c'est très important aussi, parce que cette régénération, vous l'avez compris, ce n'est pas une régénération que du bâti, c'est une régénération en même temps de tout le système écologique, et donc que ce soit le sol, que ce soit la végétation. Donc, il faut faire... Je pense qu'il y a une nouvelle choralité que je pense qu'il faudrait faire rentrer dans le projet urbain. Et je suis particulièrement critique avec le projet urbain d'aujourd'hui. Je pense qu'il doit vraiment se repenser à la racine et s'ouvrir, et peut-être un petit peu de pas à pas pourrait faire du bien. D'autres questions? Merci d'avoir rappelé juste au début aussi cette question de changement de paradigme. Je pense effectivement c'était une des questions de voir un peu, pas seulement dans cette continuité, que les problèmes, les enjeux ont changé. Et même parfois, il faut adapter ces outils, ces nouveaux défis. Donc merci aussi d'avoir rappelé aussi un peu et répondu aussi à notre question. Merci pour cette belle conférence. Moi, j'avais envie de revenir sur le fait que vous nous avez montré beaucoup d'exemples de projets finalement qui sont plutôt tournés sur des aménagements paysagers, des espaces publics, etc. Et je me demandais au fond si c'était la marque que cette régénération dans le dur, en tout cas dans l'espace bâti, est difficile. Évidemment. Non, c'est pas ça. C'est juste que nous, on s'est occupé. Ou est-ce que c'est un choix justement Non, c'est que nous, on s'est occupé plutôt de donc ce travail à différentes échelles entre le territoire et l'espace public surtout. Non, je pense au contraire. Au contraire, je pense que le travail il y a vraiment beaucoup d'architectes que j'aime beaucoup et qui sont capables vraiment de faire ce travail fin sur le bâti. Mais je trouve qu'on n'a pas encore fait le pas de s'imaginer à l'intérieur d'un vrai scénario 100% régénération. Ça reste des épisodes, et c'est pour ça que je le propose, même si c'est rien de nouveau, mais je le propose comme un changement de paradigme quand on l'imagine étendu. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est que est-ce que c'est bien ça que ça raconte, c'est que finalement, oui. Faire cette régénération sur un espace plus grand à l'échelle d'un territoire, au fond c'est difficile, et que là pour l'instant, dans la période que nous... Les difficultés sont présentes et nous-mêmes on vit nos ambiguïtés, nos contradictions. Je pense par exemple à ce projet qu'on a fait pour Rome, donc en face du Maxi, le musée d'architecture et d'art contemporain, une zone militaire de laquelle on a réussi à garder une partie. Mais une autre partie, on n'a pas réussi parce que les conditions du projet, effectivement, ne permettaient pas de garder ces bâtiments militaires qui ne sont pas particulièrement intéressants, mais quand même, ils sont là. Et je pense que ça, c'est un défi chaque fois. Mais le fait que ce soit difficile, le fait que on doit effectivement combattre aussi contre beaucoup de lieux communs, du type « ah non, c'est plus coûteux de garder plutôt que… » Il y a une série de lieux communs qu'il faudrait vraiment faire passer.
Et c'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps, mais je pense que de plus en plus, il y a une convergence. D'un côté, la critique à l'idée d'extension, donc ça a déjà résolu une partie du problème. Ma préoccupation est tout ce qu'on peut encore bâtir à l'intérieur de la planification existante. Et là, c'est une bataille différente que, par exemple, aussi dans le cas de la Vestre, on a fait. Il y avait des milliers d'hectares disponibles qui sont déjà dans les plans. Donc, l'argument extension, on ne peut pas l'utiliser. Mais donc, on a construit tout un système de critères pour couper tout ça. Et donc, c'est tout et après, de l'autre côté, on arrive à partir de l'énergie qui est dans le corps des choses. Et voilà, et là, on commence à toucher la limite. Et donc, on commence à dire, le paradigme a changé. Mais on est là, sur ce seuil. On n'a pas encore fait tout le parcours. Merci beaucoup. Je pense sur ces questions, on va terminer. Et merci pour cet engagement aussi par rapport à ces questions. Voilà, ce travail, on peut dire, de corrélation que je trouve assez extraordinaire et puis voilà, très évidemment pertinent. Merci encore.